Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce que avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos apprendre à jouer à Warhammer 40 000 avec les nouvelles règles de la V10. Donc si vous êtes parfaitement débutant, je vais vous faire plein de mises en situation, vous allez comprendre ça très facilement. Et si vous êtes un joueur un petit peu aguerri, eh bien je suis avec l'ami Bijorn de la chaîne Bijorn's Games où j'effectue de nombreuses analyses sur notre jeu Warhammer 40 000. Cette première vidéo, elle va être consacrée à la phase de commandement et à la phase de mouvement. Alors avant de commencer, je vous précise que Warhammer 40 000, c'est un jeu qui se joue par tour de joueur. C'est-à-dire que quand c'est mon tour de jouer, je vais faire ma phase de commandement, puis ma phase de mouvement, puis ma phase de tir, puis ma phase de charge. Il n'y a que éventuellement pendant la phase de corps à corps que on va avoir une sorte d'activation alternée entre les différentes unités des combattants. Mais sinon, c'est majoritairement un jeu où on joue pendant son propre tour. Alors après, on verra qu'il y a quand même un petit peu d'interaction entre les joueurs pendant leur tour, justement par le biais de stratagèmes qui viennent interrompre en fait le tour de l'adversaire et puis venir permettre à un joueur de faire certaines actions. Alors la première chose à faire quand vous commencez votre tour de bataille, c'est de vérifier si vous n'avez pas des capacités qui sont déclenchées. Donc ça peut être une capacité de personnage, une capacité liée à votre faction. Là en l'occurrence, j'ai celle de Belisarius Cawl qui me demande au début du tour de bataille de choisir en fait une capacité. Alors dès que la partie commence, on commence avec la phase de commandement. Les deux joueurs sont à 0 point de commandement, ça c'est une petite différence par rapport à la V9. Et tout de suite, on gagne un point de commandement chacun. Mais durant la partie, vous allez sûrement gagner grâce à différents effets un point de commandement supplémentaire. Dans tous les cas, quelle qu'en soit la source, vous ne pourrez pas en gagner plus d'un. Donc attention parce que devant la phase de commandement, vous pouvez aussi avoir certains personnages comme le Farseer par exemple qui déclenchent leur pouvoir à ce moment. Donc voilà, il faut être vigilant. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, on passe à l'étape d'ébranlement. Première chose à faire pour chacune de mes unités, je vais regarder l'effectif actuel. Donc là par exemple j'ai 3 guerriers Necrons. Quand j'ai commencé la bataille ils étaient à 10, donc je suis à moins de la moitié. Attention, c'est pas la moitié, c'est bien moins de la moitié. Donc je vais faire un test de commandement. Test de commandement, je lance 2 dés, je les compare par rapport à ma valeur de commandement, qui là en l'occurrence est de 7. Si c'est réussi, si je fais égal ou supérieur, eh bien rien ne se passe, ils vont continuer à être opérationnels. Par contre, si jamais je fais un score beaucoup plus petit, comme par exemple 4, eh bien ils vont se retrouver ébranlés. Donc à vous de trouver un petit marqueur ou ce genre de choses pour vous en rappeler. Les conséquences, c'est que votre valeur de contrôle d'objectif va être à 0, donc vous n'allez plus pouvoir contester un objectif, et puis vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'un quelconque stratagème lors de ce tour. Par contre, le seul stratagème que vous pourrez utiliser est celui de courage insensé, coûtant 1 point de commandement. Votre unité sera considérée comme ayant réussi ce test et n'est pas ébranlée en conséquence. Alors je vous ai parlé d'effectifs, mais attention parce que le nombre de points de vie restants va aussi rentrer en compte. Donc c'est-à-dire que si vous avez le Rédemptor, bien sûr son effectif c'est 1, ça va rester 1 jusqu'à ce qu'il décède. Par contre ses points de vie, il a démarré à 12, là il n'en reste plus que 4, donc il va devoir faire un test d'ébranlement, et même si c'est une machine incroyable. Donc a priori le sans-peur a disparu, en tout cas je n'ai pas vu jusqu'à présent. La même chose pour les personnages, faites bien attention aux points de vie restants. Attention, car lorsque vous faites votre test d'ébranlement, vous ne pourrez pas le relancer avec le stratagème relance de commandement. Alors une unité ébranlée, certes c'est embêtant parce qu'elle va plus pouvoir contrôler d'objectifs, mais elle va continuer à jouer. Donc vous pouvez tout à fait venir bouger, faire des actions spéciales qui sont associées au scénario, venir charger, tirer, etc. Et toujours embêter l'adversaire. Donc suivant la carte de mission, vous pouvez être amené à vérifier justement à la fin de votre phase de commandement si vous contrôlez des objectifs. Là on a vu que les Necrons ont un objectif contrôle de 2, c'est-à-dire que je compte chaque figurine. Donc là, 1, 2 x 2, ça fait 4. Lui est trop loin pour contrôler. Face au Balistrarius qui lui aussi a 4, là, auquel cas, on est à égalité. Il aurait suffi, par exemple, que ce petit guerrier grappille un tout petit peu et soit dans la zone de contrôle de l'objectif qui s'étend à 3 pouces à partir de ce socle de 40 mm pour gagner le contrôle et gagner les points de la mission. Dans la phase de mouvement, eh bien, c'est le moment où vous allez pouvoir déplacer vos figurines. Donc vous avez la caractéristique de mouvement qui est différente suivant chaque figurine. Donc ça vous donne la distance maximum que vous pouvez parcourir. Alors attention, petit changement, que vous passiez à travers un terrain ou pas, ça ne limite absolument pas votre mouvement. Donc là, les Termagants ont un mouvement de 6,
Donc je les amène tous à 6. Alors faut faire attention parce que, vous voyez, si on avance un petit peu vite fait les choses, eh bien lui en fait a fait un peu plus que 6. Donc il faut bien vérifier que si vous prenez au début du socle, eh bien le socle ne va pas dépasser la valeur de 6 et vous continuez comme ça. Alors après, bien sûr, ne vous prenez pas trop la tête, ça reste un jeu. Alors attention sur les véhicules parce que évidemment, si vous mesurez de bout en bout, donc là par exemple, je vais faire 10 avec le Land Raider, si je me mets à pivoter, eh bien comme vous le voyez, par exemple, cette zone ici du véhicule a parcouru plus que 10. Donc faites bien attention si vous avez envie de vous réorienter pour profiter d'un couvert, par exemple, eh bien comme le Land Raider va bouger de 10, eh bien vous prenez vraiment, par exemple, vous allez bouger par exemple que de 5, et puis après ici vous allez mesurer l'espace sur lequel il va bouger aussi. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous ne pourrez pas aller plus loin parce que cette partie-là a fait 10 pouces. Autre possibilité de mouvement, je peux faire une avance, c'est-à-dire que je vais additionner ma valeur de mouvement à la valeur d'un des 6. Donc là, plus 2, il bouge à 8, 8 plus 2, 10, et je vais me rapprocher. Par contre, attention, une fois que vous avez fait avance, vous n'avez plus la possibilité de charger, donc faites-le vraiment pour contrôler les objectifs. Vous n'aurez pas non plus la possibilité de tirer, sauf si votre arme a la règle assaut. Autre possibilité dans votre phase de mouvement, c'est aussi de rester stationnaire, donc vous ne bougez pas, et ça va vous apporter des bonus pour tout ce qui est arme lourde. Alors dernière possibilité pour vous déplacer, c'est simplement de faire un mouvement de retraite. Donc là, ça arrive évidemment quand je suis engagé au corps à corps. Donc les Terminators peuvent reculer de 5, donc pour venir se faire soutenir par le chevalier qui est ici. L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir se désengager. L'inconvénient, c'est que je ne vais pas pouvoir faire une charge ni faire de tir. Donc l'autre possibilité, c'est par exemple, j'ai envie de me rapprocher de l'objectif parce que c'est très tentant, eh bien je peux aller vers l'objectif. Donc celui-ci, pas de souci, il va avoir le mouvement pour venir faire le tour. Par contre, ceux-ci, si je veux vraiment les envoyer dans l'objectif, il faut que je traverse l'unité avec laquelle je suis en contact, à condition de rester à plus de 1 pouce pour sortir justement de la zone d'engagement. Et toutes les figurines, ces deux-là qui ont traversé des unités adverses, vont faire un test de fuite désespérée. Alors attention maintenant parce que si vous êtes ébranlé, même si vous ne traversez pas de figurines ennemies, eh bien vous devez quand même faire un test de fuite désespérée. Ça par contre, ça peut vraiment changer des choses. Alors le test de fuite désespérée, c'est tout simplement vous jetez autant de dés qu'il y a de figurines et sur un 1 ou un 2, eh bien vous perdez une figurine. Après, vous n'avez pas besoin de les cibler, donc c'est-à-dire que en l'occurrence, je pense que je vais perdre Monsieur au gantelet avant de perdre mon magnifique canon d'assaut et mon magnifique capitaine. Alors à chaque fois que vous vous déplacez, il y a une chose à respecter absolument, c'est la cohésion d'unité. Donc à partir du moment où les figues font partie de la même unité, eh bien elles doivent être à 2 pouces maximum l'une de l'autre. Donc vous pouvez avoir des petits outils comme ça qui vous facilitent la vie. À noter que si par contre vous mesurez horizontalement en 2 pouces, vous avez le droit en hauteur jusqu'à 5 pouces. Donc je peux mettre cette figurine ici, ça fait 5 pouces de haut, elle est bien en cohésion d'unité, pas de souci. Malheureusement, si par une raison quelconque je ne peux pas être en cohésion d'unité, eh bien le mouvement n'est pas possible. Voire même si quelque chose m'empêche de le faire, eh bien les figurines qui ne sont pas en cohésion à la fin du tour sont simplement détruites. Donc ça c'est valable tant que vous n'avez pas plus que 6 figurines. Par contre attention, bien sûr, si vous avez une unité de 7 figurines ou plus, il faut maintenant que chaque figurine soit en cohésion de 2 figurines. Donc là, celle-ci, elle est ici et ici, c'est bon. Par contre, celle-ci, attention, elle n'est en cohésion qu'avec une seule figurine. Donc il faudrait que je me rapproche suffisamment pour être en cohésion de 2 figurines. De même pour celle-ci, donc on peut imaginer qu'elle soit ici. Petite particularité dans cette nouvelle édition, nous allons pouvoir traverser nos propres unités. Ce qui va permettre de pouvoir mettre un plan de jeu en place afin de pouvoir charger des unités adverses. Par contre, nous n'allons pas pouvoir traverser des véhicules ou des monstres. Alors certaines unités ont la capacité vol, ça c'est vraiment très pratique parce que vous pouvez passer à travers des unités ennemies et puis vous pouvez aussi aller en diagonale sur les étages. Donc là j'ai juste à mesurer cette distance là, voilà, là je bouge à peu près à 10 pouces, je viens ici, ce qui va me permettre après de pouvoir tenter une charge. Alors certaines figurines ont la capacité de transport, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des figurines à l'intérieur. Alors premièrement, comment est-ce qu'on rentre dans un véhicule? Eh bien tout simplement, vous déplacez votre unité et il faut qu'elle soit à 3 pouces de n'importe quel élément de la coque. Pas la peine de vraiment faire attention où est-ce que sont les portes. Premièrement, ça vous permet de rentrer. Par contre, attention, si une seule figurine n'a pas le mouvement nécessaire pour être à 3 pouces de la coque, eh bien aucune des figurines de l'unité ne peut rentrer. Alors maintenant le débarquement, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, le véhicule n'a pas bougé, auquel cas j'ai envie de sortir avec mon unité, je dois la placer, par contre cette fois-ci entièrement à 3 pouces. Donc je vérifie bien que l'intégralité du socle soit dans les 3 pouces. Alors encore une fois, pas d'un point d'accès, mais d'une partie de la coque du véhicule. Donc je place mon unité, toujours en cohésion d'unité bien sûr, j'ai pas le droit d'en mettre un sur le côté, et après je peux bouger normalement sans aucune restriction. Donc continuer par exemple mon mouvement de 5 par ici.
Alors autre possibilité, c'est si votre véhicule a fait un mouvement, un simple mouvement, pas un mouvement d'avance, eh bien vous avez quand même la possibilité de débarquer et de tirer. Par contre, vous avez déjà fait un mouvement, donc vous ne pouvez pas bouger ni faire un assaut, sauf règle particulière comme justement le Land Raider en l'occurrence. Lorsque votre véhicule est détruit, dans l'exemple par un Dread de la mort des orques, vous allez devoir forcément débarquer l'unité qui est à l'intérieur de votre véhicule. Et comme l'a stipulé Iggy durant le débarquement, vos figurines devront être entièrement à 3 pouces de votre transport détruit. A partir de là, vous devrez lancer autant de dés que vous avez de figurines dans votre unité, et pour chaque résultat de 1, vous allez subir une blessure mortelle. Dans cet exemple où le Land Raider est entièrement entouré par une unité de guerriers Necrons, je ne vais pas pouvoir débarquer entièrement à 3 pouces, car j'arriverai à portée d'engagement des guerriers Necrons. Dans ce cas, je vais devoir effectuer un débarquement d'urgence. Dans ce cas, je peux débarquer entièrement à 6 pouces, mon unité, ce qui me permet de ne pas être à portée d'engagement des guerriers Necrons. Je lancerai autant de dés que j'ai de figurines dans mon unité, et sur un résultat de 1, 2 ou 3, je subirai une blessure mortelle. Dernier cas, si votre unité ne peut pas débarquer entièrement à 6 pouces de votre transport, alors elle est détruite. N'oubliez pas, votre transport sera retiré du jeu une fois que vous aurez fini de débarquer. Alors maintenant, on va voir un cas assez particulier, c'est le cas des aérodynes, donc c'est tout ce qui est aviation. Alors, je vous explique pas comment est-ce qu'ils sont placés, on verra ça avec les réserves. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement du mouvement. Donc, les aérodynes ont la capacité d'avoir un mouvement minimum. En général, c'est 20 pouces. Alors là, on n'a pas les stats pour ce magnifique bombardier, donc on va dire qu'il va entre 20 et 60 pouces. Alors, première chose, je vais bouger en ligne droite. L'orientation est extrêmement importante, donc je peux me déplacer par-dessus les unités ennemies, que ce soit des unités d'infanterie, des unités de tank. Je peux me déplacer par-dessus les décors en les ignorant, et il faut au minimum que je fasse 20 pouces. Donc là, je vais aller même un peu plus loin. Je vais faire 30 pouces pour arriver jusqu'ici. À partir du moment où je me suis posé ici, j'ai le droit à un pivot de jusqu'à 90 degrés. Donc là, je pivote soit à gauche, soit à droite. Bien sûr, j'ai pas envie de sortir de la table, donc on va aller plutôt à gauche. Et là, encore une fois, soit je reste ici pour pouvoir taper un petit peu ce petit chevalier, soit je peux le traverser à niveau, tout en sachant que je peux aller, encore une fois, je vous dis, jusqu'à 60. Donc là, j'ai fait 30. Il me reste encore 30 pouces de mouvement pour aller, vous voyez, assez loin. Alors maintenant, le cas particulier, c'est sur ceux qui ont le trait stationnaire. Donc pour l'instant, on n'a pas toutes les datasheets, c'est un peu difficile, mais on va imaginer que le Stormraven est stationnaire. Donc quand je vais le déployer, même avant de jouer, je vais décider soit de le jouer en tant qu'aérodyne pendant toute la partie, soit en tant que stationnaire, mais aussi tout le long de la partie. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le déployer directement. L'inconvénient, c'est qu'il ne va plus pouvoir bouger aussi vite, et maintenant, il va bouger uniquement de 20 pouces. Donc c'est ce qui est précisé dans le livre de règles. Après, dans certains datasheets, peut-être ça va pouvoir évoluer. Mais là, maintenant, j'ai ce mouvement de 20 pouces. Et là, par contre, je vais plus pouvoir passer aussi bien, aussi facilement que je veux. Donc, si j'ai le mouvement, je peux quand même passer par-dessus les unités, à condition que j'ai le mot-clé vol. Mais je ne peux pas non plus m'arrêter n'importe où. L'avantage aussi, c'est que je peux ici tourner sur moi-même, pivoter comme je veux. Je ne suis pas limité à cet angle de 90 degrés après mon mouvement. Maintenant que l'on a vu l'étape de mouvement durant la phase de mouvement, nous en avons une deuxième qui s'appelle l'étape de renfort. C'est à ce moment-là où vos unités qui sont en réserve ou en réserve stratégique vont pouvoir arriver sur le champ de bataille. Par exemple, mes Terminators étaient en frappe en profondeur et sont arrivés en jeu à 9 pouces de toute figurine ennemie. Par contre, pour les autres qui arrivent en réserve stratégique, vous allez devoir respecter certaines règles. La première, vous ne pouvez arriver qu'à partir du tour 2. Dans ce cas, vous arrivez entièrement à 6 pouces sur n'importe quel bord du champ de bataille en dehors de la zone de déploiement ennemi. Et contrairement à la V9, petit changement, à partir du 3e tour, vous arrivez entièrement à 6 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille, même celui de l'adversaire. Et voilà, on est arrivé au bout de cette première vidéo sur apprendre à jouer à Warhammer 40 000. Donc vous avez vu la phase de commandement, la phase de mouvement, qui était assez chargée, hein, c'est clair. Très chargé. Très chargé. On a pas mal bossé, hein, vous l'avez vu. Donc les petits accessoires indispensables, c'est souvent ce genre de choses pour être sûr d'être à 2 pouces, pour mesurer plus facilement. Vous avez aussi le mètre gradué aussi en pouces. Vous avez aussi la possibilité, on n'a pas dit, de tout le temps tout mesurer. Ça peut vous permettre de savoir si vous êtes à distance de charge ou de tenter des choses. Ou de tir. Voilà. Donc si ça vous a plu, eh bien rendez-vous pour la prochaine qui sera la phase de tir. Voilà. Et puis pensez à commenter, pensez à liker. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on répondra. Et puis si vous avez apprécié toute cette série de vidéos, eh bien n'hésitez pas à faire un petit coup de Tipeee, ça soutient vraiment beaucoup mon travail et celui de Bijan aussi, indirectement. Ah, tu me payes? Non.